Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. C'était un processus long et difficile, mais le premier gouvernement sous Félix Tshisekedi a été dévoilé en début de semaine. Le FCC, qui était aux affaires jusqu'en janvier, et le CAP pour le changement, CACH, se sont entendus pour un programme commun de gouvernance. Sa mise en place permet au chef de l'État de franchir une nouvelle étape dans sa jeune présidence. Reportage à Kinshasa, Anastasie Todiash. 26 août à Kinshasa, vers 5 h du matin, le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'avançait solennel sur le perron de la cité de l'OUA. Le président de la République, chef de l'État, a enfin signé l'ordonnance. Donc aujourd'hui, le gouvernement ayant été constitué, on se mettra bientôt au travail. La première tâche, et la plus ardue, consistera sans doute pour le Premier ministre à faire fonctionner efficacement une configuration politique inédite en RDC. La coalition CACH-FCC rassemble des factions auparavant ennemies politiques dont les autorités morales respectives exercent encore une très forte influence. Autre défi, la taille du gouvernement, le plus nombreux de l'histoire du pays, avec ses 66 membres, dont la majorité n'a jamais été au pouvoir central. Les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans le gouvernement de la République représentent 76,9%, ce qui est une innovation importante. Nouveaux venus aux plus hautes fonctions, certes, mais loin d'être des novices en politique, les ministres du gouvernement Ilunkamba. Ils ont été députés, vice-gouverneurs ou membres actifs de bureaux politiques. Autre fait saillant, la représentation des femmes. La République démocratique du Congo compte 52% de femmes, l'équipe ministérielle 17%. Mais Sylvestre Ilunkamba affirme avoir trouvé le moyen d'établir une certaine forme d'équilibre. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut le pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux ministres femmes, de telle sorte dans cette matière, il y a eu une grande innovation. Les statistiques confirment l'enthousiasme du Premier ministre. 17%, c'est 12 femmes, mieux que les 7 du gouvernement précédent. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire du pays, la politique économique, la planification, la représentation à l'étranger, l'emploi et le genre, tout à la fois, seront gérés par des femmes. Pour Sylvestre Ilunkamba, il est temps de retrousser les manches. Donc le changement commence maintenant pour que nous puissions contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais, parce que c'est ça l'objectif d'un gouvernement. Avant de se mobiliser pour atteindre les objectifs de la coalition, le gouvernement Ilunkamba devra être investi par le Parlement congolais, ce qui est prévu avant la mi-septembre. Anastasie Todiash pour VOA Afrique, Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Anastasie Todiash pour ce reportage. Et pour le débat, nous avons 3 invités, tous à Kinshasa. D'abord Jean-Félix Mouema-Ngandou, directeur exécutif de Buzwe Institute. Nous avons également Rose Mutombo, présidente de CAFCO, cadre de concertation de la femme congolaise, et Henri Désiré Zouzi, qu'on a l'habitude d'avoir depuis Bruxelles, mais qui est en ce moment à Kinshasa. Vous êtes analyste politique et consultant. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, Jean-Félix Mouema, comment appréciez-vous la composition de ce gouvernement? Certains jugent pléthorique le nombre de ministres. C'est votre avis? Oui, je pense que c'est l'avis de tout le monde, que le gouvernement est pléthorique. Nous aurions aimé avoir un gouvernement avec peut-être moins de ministres, mais vu les considérations de coalition, je pense que c'est ce qui justifie un peu ce nombre pléthorique de ministres que nous avons. Alors, Henri, on voit beaucoup de nouveaux ministres, de nouveaux visages. Est-ce que pour vous, cela est un peu une réponse à ce qui réclamait la rupture? Oui, dans une certaine mesure, bien entendu. Je pense que ceux qui réclamaient la rupture avaient besoin de voir de nouveaux visages, de voir de nouveaux ministres. C'est une réponse.
C'est une réponse. Il est dit dans la mise en place de ce gouvernement, il ne faut pas perdre de vue le fait que ces personnes nommées sont redevables naturellement à celles et ceux qui les ont placés là. Il faudra donc que le test de loyauté soit à la mesure des enjeux, c'est-à-dire converger dans l'intérêt bien compris de la population congolaise et conformément évidemment au objectif que le chef de l'État s'est. D'accord. Alors, Rose Mutombo, vous battez pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision. Êtes-vous satisfaite? 17%, on est encore loin du compte, non? Effectivement, monsieur le journaliste, on est loin de 50% tel qu'on a prescrit dans notre constitution. Mais ce qui nous réjouit dans ce nouveau gouvernement, c'est la qualité des ministères qui sont attribués aux femmes. Et c'est vraiment la première fois qu'on assiste à une chose pareille, des ministères clés qui, d'habitude, reviennent souvent aux hommes depuis des années dans notre pays. Et il y a des femmes, justement, comme vous le dites, à des postes qui sont souvent réservés aux hommes. On a par exemple Maritumba Zeza, qui est la deuxième femme à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères depuis l'indépendance. Comment est-ce qu'elle est appréciée dans les milieux féministes? Elle est très appréciée. Je vous informe en passant, c'est notre première secrétaire générale de CAFCO, quand CAFCO a été mise en place. C'est une femme qui a beaucoup travaillé avec nous, qui est très proche de femmes, mais qui a une expertise en relations internationales aussi. Et que je ne crois pas que le président ait fait un mauvais choix, puisqu'en son temps, après la conférence nationale, elle avait occupé le poste de vice-ministre dans la diplomatie. Malheureusement, ce gouvernement n'avait pas fait long feu, mais c'est une femme qui a une expérience. Elle est professeure aussi, n'est-ce pas? On peut compter sur elle et surtout qu'elle s'occupait aussi de la diplomatie au sein de l'UDPS. D'accord. Jean-Félix Mouema, les jeunes aussi attendent beaucoup de ce gouvernement. Déjà en termes de représentativité, est-ce que pour vous l'équipe est suffisamment jeune pour comprendre les préoccupations de la jeunesse congolaise? Bien, je dirais oui et non. Chez nous, en RDC, quand on parle des jeunes, normalement on fait allusion à ces personnes qui ont 35 ans ou moins. Mais à regarder la composition du gouvernement, il y en a bien entendu qui ont cet âge-là, mais la majorité est au-delà. C'est vrai qu'avec le fait qu'il y ait des nouveaux ministres, on pourrait supposer que ceux qui viennent pour la première fois ont encore en tête les souhaits des jeunes, des plus jeunes qu'ils peuvent porter avec eux. Alors, Henri Désiré Zouzi, lorsque vous voyez la majorité des postes aller à la plateforme politique sortante, notamment le FCC, comment convaincre la population qu'on n'est pas un peu dans la continuité, comme le disent déjà certains? Alors, le rapport de force au sein de l'Assemblée nationale a forcément eu un impact sur la répartition des postes. Les négociations qui ont traîné en longueur avaient pour objectif de procéder à des arbitrages qui permettaient soit de rééquilibrer les forces en présence, soit de permettre effectivement une ouverture en direction notamment de cash. Mais je le répète encore une fois, ce qui va être déterminant, au-delà de la répartition des rôles et des ministères, c'est la capacité qu'auront les membres de ce gouvernement de se fondre dans un moule, d'où sortiront bien évidemment des réformes d'ordre institutionnel, structurel, la lutte évidemment contre la corruption, la restauration de l'autorité de l'État, et bien évidemment l'ensemble
des mesures qui seront prises pour, je dirais, améliorer de manière qualitative le quotidien des Congolais. C'est ça qui est finalement important et je pense qu'il faut que nous sortions un peu de cette politique politicienne, ces comptes d'apothicaires qui consistent évidemment à mesurer, calculer le nombre de ministères régaliens ou pas régaliens qui appartiennent aux uns et aux autres. Le fait que ces femmes, cela vient d'être évoqué par Mme Rose Mutombo, accèdent à ces responsabilités est une bonne chose, mais il faudra évidemment qu'elles s'entourent d'équipes compétentes, de technocrates qui seront en capacité de les assister dans leurs tâches. Et il y a aussi cette absence de personnalités qui ont été épinglées pour des présumées violations des droits de l'homme et les organisations de la société civile se sont félicitées un peu de cela. Henri, pour vous, c'est une perche qui a été tendue, disons, à ceux qui pensaient que certains ténors du PPRD allaient se retrouver dans ce gouvernement? Il est important que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, puisse marquer à sa manière cette rupture en évitant effectivement que dans ce casting figurent des personnes qui, à tort ou à raison d'ailleurs, sont citées soit dans des malversations ou font l'objet de sanctions, je dirais, internationales. Il était aussi important de pouvoir, je dirais, faire sauter ce verrou psychologique qui permette, au fond, de se convaincre que d'une certaine manière, même si le FCC garde la majorité, cela n'est incontestable au niveau de l'Assemblée et au niveau du rapport de force, il y a néanmoins une dynamique à la fois cohérente et consensuelle qui peut aboutir aux résultats qui sont conformes évidemment à la vision du chef de l'État. Rose Mutombo, il y a cette demande aussi de la société civile d'une réduction du train de vie de l'État, mais avec 66 ministres, dont 5 vice-premiers ministres et 10 ministres d'État, est-ce qu'on peut atteindre cet objectif qui consiste à réduire le train de vie de l'État? C'est vrai, c'est un souci pour la population de voir le train de vie de nos politiques avoir l'image de la réalité de la population. Mais moi, je me dis qu'on n'a jamais connu le vrai salaire de nos ministres. Moi, je crois que ce sera une occasion que les uns et les autres puissent nous informer, c'est-à-dire le Premier ministre, qu'on sache combien coûte, combien on donne à un Premier ministre ou un président, pourquoi pas le ministre. Peut-être que ce sont des spéculations, on n'arrive jamais à cerner cela, mais qui est quand même un tableau qui renseigne à tout le monde qui touche quoi exactement pour pouvoir donner une appréciation de valeur. Puisque tantôt, elles-mêmes disent que c'est faux, ils n'ont pas ce montant-là. Mais je crois qu'il est grand temps, au nom de la transparence aussi, qu'on puisse connaître les rémunérations de nos autorités pour que tout le monde soit apaisé. Donc, plus de transparence aiderait certainement à clarifier ce débat. D'accord. Jean-Félix Mouema, ces ministres qui composent le gouvernement viennent de plateformes politiques différentes et répondent donc à leurs leaders respectifs, comme le disait un peu Henri. Alors, même si le FCC et CACH ont adopté il y a quelques semaines un programme commun de gouvernance, les intérêts, les visions ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que ce n'est pas un problème? En fait, non, normalement, on va juger les ministres sur leur capacité à se confondre justement dans ce moule et à faire avancer les choses ensemble. Ils viennent, bien entendu, des partis politiques, regroupements différents, mais ils devront, parce que l'objectif pour eux est d'améliorer les conditions de vie des Congolais, ils devront arriver ensemble avec, justement, sous la conduite du Premier ministre, à arriver à apporter les solutions et obtenir les résultats que tout le monde attend d'eux. Et donc, pour moi, je ne considère pas que ce soit forcément un problème. Ils viennent de quelque part, mais nous allons juger sur leur capacité, les juger sur leur capacité à se mettre ensemble, à se fondre dans le moule et avancer dans la vision du chef de l'État,
qui a besoin de marquer son pouvoir avec ce premier gouvernement qui vient de sortir. D'accord. Alors, à présent, je vous propose quelques réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit que certains ministères méritaient la fusion, comme les affaires sociales et les actions humanitaires, les affaires étrangères, la coopération internationale des Congolais de l'étranger. Ces trois ministères ont été éclatés inutilement en trois entités. Defao Roger à Kolwezi, en RDC, toujours écrit: nous demandons au nouveau gouvernement de travailler dans la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord, en oubliant l'intérêt personnel ou celui d'une plateforme politique. Archiduc Théodore N'Djamena estime que ce premier gouvernement sous l'ère Tshisekedi devra apporter au peuple congolais de réelles réponses, comme la stabilité, la réduction du taux de chômage des jeunes, la lutte contre la corruption, etc. Après plusieurs mois de tractations entre les camps de l'ancien président Joseph Kabila et de son successeur, les Congolais connaissent maintenant l'équipe gouvernementale chargée de mettre en œuvre la politique de Félix Tshisekedi. Son élection en janvier avait suscité beaucoup d'espoir chez plusieurs couches de la population. Anastasie Toudièche a tendu son micro à quelques Kinois qui donnent leur avis sur la composition de ce gouvernement. Ils prennent tout le monde en compte, surtout nous les jeunes. Il y en a tellement qui galèrent. Vous les voyez traîner dans la rue, diplômés, sans travail, qu'ils s'occupent de nous. Ce qui me fait vraiment mal, c'est que, quel que soit le ministère où tu vas, on te demande l'expérience de 5 ans. Même pour moi qui viens de finir mes études, je trouve ça bizarre. Merci au président parce qu'il a bien aidé les parents en leur donnant la gratuité dans les écoles primaires. Nous voudrions lui demander de continuer l'effort pour qu'en 2020, cette mesure s'applique aussi à l'enseignement humanitaire. Ça sera une bonne chose pour l'éducation. Nous sommes contents du travail du président et nous saluons tous aussi les efforts de monsieur le Premier ministre Ilunga. Nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils travaillent pour nous le peuple. Pas pour eux seulement. Et j'ajoute ceci, le président avait insisté sur le code de bonne conduite. Eh bien, qu'ils le signent tous et qu'ils sachent qu'en cas de dérapage, la justice se chargera d'eux. Et nous sommes là aussi. Nous le suivrons de très près. C'est difficile de juger ce gouvernement dans un premier temps puisqu'ils n'ont encore rien fait. On vient tout juste de les nommer, donc sur quelle base juger s'ils sont compétents ou pas? Mais à mon humble avis, tel que je connais le fonctionnement de notre pays depuis son accession à l'indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui, tous les gouvernements qui se succèdent sont toujours les mêmes. Ils ne font rien. Voilà donc quelques réactions recueillies à Kinshasa par Anastasie Toudièche, notre correspondante sur place. Rose Mutombo, on le voit dans ses réactions à Kinshasa, et les attentes de la population sont nombreuses. Pour vous, quelle est la clé de succès pour ce gouvernement? La clé de succès pour ce gouvernement, c'est de se pencher rapidement sur le problème sécuritaire du pays, puisqu'un pays ne sait pas se développer si la sécurité n'est pas vraiment établie sur toute l'étendue. Et en dehors de ça, de voir plus les secteurs sociaux des bases pour que les Congolais puissent se retrouver. La misère est profonde, effectivement, mais tant que le commun des mortels, le Congolais de la base ne voit pas sa situation changer, n'arrive pas à avoir des soins médicaux, à payer les études de ses enfants et avoir un repas chaque jour, ça sera un problème. Pour cela, nous les encourageons à vraiment voir comment résoudre le problème de l'insécurité et surtout améliorer les conditions sociales de la population. D'accord. Henri, l'opposant Martin Fayulu, qui continue d'ailleurs de réclamer la victoire à la présidentielle, lance déjà des pics à ce gouvernement. Voyez-vous un climat politique tendu dans les semaines, les mois à venir, ou doit-il donner à ce gouvernement la chance de faire ses preuves?
Alors, il est tout à fait évident que ce n'est certainement pas l'opposition qui va accorder du crédit à ce gouvernement. M. Fayulu est naturellement dans son rôle, même si l'on peut effectivement s'interroger sur la pertinence de la poursuite de son combat. Toute cette énergie pourrait, me semble-t-il, être beaucoup mieux utilisée ou en tout cas organisée. Cela étant, cela vient d'être dit, il faut d'abord juger sur pièce. On a parlé tout à l'heure de code de bonne conduite, j'ajouterai à cela un contrat de performance, car il n'est pas question de pouvoir tolérer des choses qui ont été acceptées dans le passé, puisqu'on est quand même dans la logique d'un changement, je dirais, d'époque et de paradigme, ce qui induit forcément de nouveaux comportements. Et si ces comportements s'avèrent erratiques ou hasardeux, ils devront être punis ou sanctionnés de la manière la plus sévère qui soit. Alors, oui, Jean-Félix, le Parlement, dont l'une des prérogatives est de contrôler l'action du gouvernement, est lui-même sur le contrôle du FCC de Joseph Kabila. Quel impact cela peut avoir dans le fonctionnement des institutions quand on voit un peu les demandes de la population avec ce qu'on vient de voir depuis Kinshasa avec notre concert? Dans le passé, le Parlement n'a pas beaucoup montré d'efforts sur cette question de contrôle du gouvernement, mais il a aussi, cette fois-ci, en fait, il a besoin de montrer que les choses doivent changer. Ça veut dire que même le Parlement a des signaux nouveaux à envoyer à la population en contrôlant justement ou en améliorant son contrôle du gouvernement. On a parlé ici du code de bonne conduite, on a parlé de l'assainissement des finances, de la lutte contre la corruption. Il faut donc qu'il y ait un mélange. Il faut que le gouvernement fasse son travail, arrive à produire les résultats qu'il faut, en ayant bien entendu un contrat de performance, mais il faut à la base que le Parlement fasse aussi son travail de contrôle correctement. Parce que si le Parlement ne fait pas correctement son rôle, ne joue pas correctement son rôle de contrôle, il sera difficile de voir les résultats que nous attendons de ce gouvernement. Alors vous travaillez beaucoup avec les jeunes dans le renforcement des capacités pour une démocratie participative. Justement, qu'est-ce que vous voyez comme rôle de la société civile pour aider ce gouvernement à jouer son rôle? Oui, il faut dire que la société civile compte toujours à un très grand rôle à jouer. On doit faire un effort, rester vigilant, suivre ce qui se passe et continuer, s'il y a des plaidoyers à mener, les faire. Mais ici, c'est toujours rappeler au gouvernement que son rôle est d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc ils ne sont pas, les ministres, ils ne sont pas que redevables à leur parti politique, regroupement, mais ils sont surtout redevables à la population qu'ils sont censés servir. Et de ce fait, la société civile ou les organisations de la société civile devront toujours être actives pour pousser le gouvernement à bien remplir son rôle. Il y a donc un travail à faire. On n'est pas là pour attaquer le gouvernement à chaque fois, mais c'est essayer d'accompagner le gouvernement à bien faire son travail. Il y a donc un contrôle citoyen à faire de la part des acteurs de la société civile. Alors, Rose Mutombo, et cette promesse de la gratuité de l'école primaire pour tous, est-elle réalisable? Non, pas du tout. Je crois que cette fois-ci, le gouvernement a pris l'engagement auprès des différents parents, étant donné que cette gratuité est inscrite dans notre Constitution. Moi, je crois qu'il faut l'appliquer maintenant. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps de mesures d'accompagnement de cette mesure. Si les uns et les autres respectent effectivement les engagements, je crois que ça sera une bonne chose, ça pourra apaiser beaucoup de parents. Puisque actuellement, vu le revenu des parents, c'est très difficile
aux parents de supporter réellement les études des enfants de l'école primaire jusqu'à l'université. Et que comme le gouvernement a pris cet engagement, nous osons croire que cette fois-ci, c'est la bonne et qu'on doit vivre réellement cette gratuité dans son effectivité. En tout cas, la rentrée est prévue pour le 2 septembre. Alors, Henri Zouzé, on va terminer avec vous. Au niveau international, les États-Unis saluent la formation de ce gouvernement. Le président de la Commission de l'Union africaine aussi se dit prêt à travailler avec cette équipe. Doit-on parler de normalisation des rapports entre la RDC et certains de ses partenaires extérieurs quand on connaît un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, en tout cas avant l'arrivée de Tshisekedi? Alors, cette normalisation ne date pas de la mise en place du gouvernement. Elle s'est amorcée dès le lendemain de l'annonce des résultats de l'élection. Il y avait eu certes des réticences ou des réserves, elles ont été apaisées, beaucoup de malentendus ont été dissipés et on a vu effectivement un volontarisme de la communauté internationale à accompagner le nouveau chef de l'État dans les réformes qu'il s'est engagé à mener. Le soutien des États-Unis, de l'Union africaine, de l'Union européenne, d'autres pays comme la France et la Belgique sont un signe d'encouragement. Il faudra simplement que le gouvernement puisse sur la durée se montrer effectivement digne de cette confiance et de cet engagement. Voilà. Nous arrivons donc au terme de ce Washington Forum. Merci à tous nos invités, à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet et notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe de l'autre côté. À très bientôt. Au revoir.